Et je vois aussi que finalement, c'est pas une révolution de format, c'est une révolution d'usage. Tu vois, j'ai un déclic où je me dis en fait, Pierre, en fait, c'est la même révolution que celle que tu as connue avec le texte, la fin de la presse papier, VS les articles textes digitaux, la délinéarisation de la vidéo et l'émergence des youtubeurs et des machins. Et là, c'est la même chose en fait, c'est que les gens vont plus écouter de la radio en subissant un flux, ils vont choisir ce qu'ils veulent écouter. Bienvenue sur We Are All Media, le podcast de ceux qui font les médias d'aujourd'hui et de demain. Derrière la magie des écrans télé, ciné et web, des ondes radio ou du papier glacé des magazines, il y a des personnes passionnées et inspirantes. Entrepreneurs, producteurs, créateurs, diffuseurs, artistes, journalistes, influenceurs. On parle de leur parcours, parfois atypique, leur métier, leur expérience, mais aussi leur vision du futur des médias ainsi que des nouvelles façons de consommer les contenus. La seule certitude que j'ai, c'est comme toi, c'est qu'on aura moins d'interface avec nos écrans et qu'on fera plein de choses avec nos voix. On ne cherchera plus à enlever le brouillard via un écran, mais qu'on le demandera à notre voiture. Que quand on sera dans notre voiture justement et qu'on passera devant un château de la Loire ou qu'on rentrera dans une ville et qu'on voudra connaître le nombre d'habitants, on le demandera à notre voiture, et que pour les châteaux de la Loire, on voudra qu'on nous raconte l'histoire de ce château et qu'on nous fasse une reconstitution historique en fiction. Et c'est vers ça qu'on va aller, c'est-à-dire vers des contenus qui sont accessibles juste avec une requête vocale et qui offrent une expérience audio tout de suite très immédiate. Aujourd'hui avec moi, Pierre Orlac, fondateur de Bababam, l'un des studios de podcast les plus importants sur le marché francophone. Ensemble, on revient d'abord sur son parcours plutôt impressionnant. Associé du groupe Cerise, un groupe média passé de 5 à 150 personnes en moins de 10 ans, racheté ensuite par Prisma Media. Puis le lancement de Bababam, dont il est le CEO, un studio de podcast et d'accompagnement des marques sur le marché de l'audio digital. Et l'audio d'ailleurs, on en parle. Les chiffres d'usage sont hallucinants et Pierre nous donne quelques éléments d'explication et de décryptage de cette petite révolution dans le secteur des médias. On discute aussi de la fabrication d'un podcast et de sa distribution. On s'attarde sur l'audio et ses enjeux futurs, les nouveaux services autour de la voix, le voice service, le voice commerce et les nouvelles expériences immersives qu'il va permettre d'offrir. Et c'est vraiment passionnant. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur We Are All Media. Je suis aujourd'hui avec Pierre Orlac, fondateur de Bababam. Salut Pierre. Salut. Et on va parler de podcast aujourd'hui. C'est parfait donc pour finir la saison 2020. C'était peut-être l'une des dernières formes de médias que je n'avais pas abordé ici. Et un Français sur 4 écoute de l'audio digital. C'est pas un épiphénomène. Et donc, je suis ravi d'en parler avec un des acteurs qui compte le plus sur le marché francophone. Donc, Bababam, vous produisez des podcasts natifs. True Story, Ça reste entre nous, L'Empreinte. Mais vous accompagnez également les marques ou médias dans le développement de leurs podcasts, de leur audience, de leur distribution. Tu vas peut-être d'ailleurs, qui sait, me donner quelques conseils pour développer mon podcast. Donc, ça risque d'être intéressant. Mais on va pas parler que de podcast, on va parler aussi de toi, de ton parcours, puisque tu as été associé et directeur délégué chez Cerise, le groupe média qui a notamment créé les 2 pure players Genside ou Oh My Mag, revendus à Prisma Media en 2016. Donc ça m'intéresse de comprendre les enseignements que tu as tirés de ces expériences passées pour tes activités d'aujourd'hui. Et on finira, comme d'habitude, sur la partie future, où on essaiera un peu de parler du futur de l'audio. Est-ce que ça te va ? C'est parfait, quel programme. Donc commençons par la partie passée et sur ton parcours. La question que je pose habituellement, c'est comment tu es tombé dans les médias ? Alors, comment je suis tombé dans les médias ? Parce que j'ai lu beaucoup de presse quand j'étais jeune, de la presse écrite. Ouais. Et en fait, j'ai très vite voulu être journaliste. D'accord. Donc, c'était un vrai objectif. J'ai pas souvenir d'avoir eu une autre envie ado, tu vois, dès 10-11 ans. Okay. Dès le collège, papa, maman, je serai journaliste. Et donc, j'ai suivi un cursus classique de mec qui a de la chance, qui est né d'une bonne famille et qui a des bonnes études. Et j'ai fait mon école de journalisme à l'IPJ à Paris. Et puis, j'ai été journaliste. Alors, d'abord agencier. Donc, okay, en c'est fait, quoi, agencier ? C'est les journalistes qui travaillent en agence de presse. Donc, okay. Les premiers relais. Okay. Des médias, c'est-à-dire ceux qui ensuite sont repris par d'autres médias et voilà donc mais à l'époque j'étais tout jeune donc en fait je faisais pas les magnifiques dépêches les plus importantes,
je faisais autre chose. J'ai été notamment embauché parce que aucun des journalistes de l'agence dans laquelle je travaillais, avec qui j'ai encore des contacts pour certains, ils se reconnaîtront, ne voulait faire la revue de presse du matin. Ok. Et donc, il fallait un petit jeune qui en veuille pour faire la revue de presse du matin. Donc, je me levais à 5h du mat. J'allais dans les bureaux, pas loin de Maubert Mutualité. Je récupérais les 11 quotidiens nationaux qui m'étaient livrés très tôt. Et je screenais les 11 quotidiens nationaux. Et je créais une dépêche. Donc, l'agence pour laquelle je travaillais, c'était l'AEF. C'était une agence spécialisée dans l'éducation, l'emploi, la formation. Et je faisais une revue de presse des 11 quotidiens nationaux sur tous ces sujets-là. Okay. Et après, je faisais le journal officiel. Donc, je regardais s'il y avait des décrets, des textes de loi qui sortaient sur ces territoires-là aussi. Et en fait, il n'y a rien de plus formateur. C'est-à-dire que pendant 2 ans, tu lis 11 quotidiens nationaux. Tu lisais vraiment tout Non, après, tu as des méthodes de lecture où tu screens et bien sûr, tu lis pas. C'est impossible. Fallait que les revues de presse, fallait qu'elles partent à 8h30, je crois. Donc j'avais 3 heures pour le faire, donc je pouvais pas tout lire. Ouais. Mais il n'empêche que j'ai lu de La Croix à La Tribune, au Parisien, voilà, tous les jours. Et en fait, c'est ultra formateur. Je crois que j'ai jamais autant appris qu'à cette période-là. Et ce qui est marrant, c'est que tu dois voir en plus les différences de traitement, en fait, pour chaque article, en fonction de ces différents médias. Ouais, exactement. Et les plumes, et les styles, et voilà. Et puis surtout, t'es au cœur à la fois de l'information, mais aussi au cœur de comment, à partir d'une information, on amène à de la réflexion. Voilà, donc c'était passionnant. Attends, je reviens, désolé, hein, j'ai une question que j'aime bien poser, c'est pour revenir vraiment aux sources. Je sais pas si tu l'analyses maintenant, mais pourquoi être journaliste? Est-ce que c'était un besoin d'écrire, un besoin, je sais pas, d'informer? Est-ce que t'étais très curieux? Est-ce que tu sais pourquoi? À l'époque, j'aimais beaucoup écrire, ouais. Donc il y avait ce sujet-là, et puis non, ouais, je crois que c'était surtout ça, la transmission, l'écriture. Okay. La transmission pour moi, c'était quelque chose d'important, je pense, parce que j'ai toujours aimé. Tu vois, je faisais du théâtre, je faisais des trucs où j'avais envie de parler, de transmettre, de faire passer que ce soit une émotion ou un texte. Et l'écriture aussi, c'est 2 sujets qui me plaisaient et qui donc m'ont amené aux médias, même si aujourd'hui, tu vois, j'écris plus vraiment. J'ai essayé là au début de Bababam d'intervenir dans un podcast et au bout de 3 épisodes, je me suis dit en fait Pierre, t'as pas le temps, arrête de... Donc voilà, peut-être que dans une prochaine vie, tu passeras de l'autre côté. Je passerai de l'autre côté, mais pour l'instant, je prends beaucoup de plaisir à entreprendre. Voilà. Ok. Donc après ce passage, donc où tu faisais de la revue de presse. Après, ouais, je faisais pas que ça. Après la revue de presse, j'allais couvrir les manifs, les déplacements des ministres. Je faisais un vrai boulot d'agencier, mais le secteur m'a un peu lassé. C'est-à-dire que l'éduc, l'emploi, la formation, c'est des secteurs qui une fois que j'avais que j'avais couvert un mandat gouvernemental, une fois que j'avais couvert les débats sur la méthode syllabique, so what, un peu. Ouais, et puis faut remettre dans son contexte, j'étais dans mes 20 ans, donc j'avais envie de découvrir autre chose, et il y a une offre d'emploi qui tombe, et j'ai une collègue à l'époque qui s'appelle Florence, qui me file l'offre d'emploi, et il cherchait un journaliste sport chez Lagardère. Du coup, tu te dis, waouh, génial. Donc, je postule. Et en fait, c'était pour bosser dans les titres. Alors, à l'époque, en interne, ils disaient la presse militaire parce que c'était lu par les militaires. Mais en fait, c'était les titres un peu choc. Justement, il y avait choc dedans, du groupe Lagardère. Donc, il y avait Entrevue. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y avait Entrevue, il y avait choc. Après, et j'ai bossé sur le lancement du magazine papier de Coé. Qui s'appelait Guts. Donc voilà. Et du coup, moi, je m'occupais du sport sur ces médias-là. Il y avait du sport. Je me rappelle pas qu'il y avait du sport. Il y avait des pages sport. Alors ouais, Entrevue, il y avait des interviews, il y avait des pages sport dans Choc, il y avait des pages sport. Et ce qui était génial, c'est qu'en fait, j'étais dans des médias qui étaient lus par les sportifs. Et du coup, en fait, j'obtenais des interviews. Je me suis créé un réseau. Là où j'avais des copains d'école qui galéraient alors qu'ils étaient dans des titres bien plus prestigieux. Est-ce que la carte Lagardère, ça aide Non, c'est simplement que c'était des médias qui étaient grand public. Que tout le monde savait ce que c'était. Que tout le monde savait ce que c'était. À l'époque, ça nous semble ahurissant maintenant, mais à l'époque,
Entrevue, quand ça sortait, un mensuel comme Entrevue, c'était acheté par 500 000 personnes, quoi. Donc ça nous semble très loin, mais c'était des médias qui étaient très lus. Voilà, dont on peut discuter la pertinence éditoriale ou autre, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça hyper formateur. Et puis surtout, la grande chance de ce truc-là, c'est que chez Lagardère, on est un peu planqué, parce qu'on n'est pas, tu vois, à l'époque, chez Lagardère, t'as encore Elle, t'as Paris Match, t'as le JDD, tu vois, et du coup, nous, on n'est pas dans les beaux bâtiments. Et du coup, on se retrouve dans un petit bâtiment à Pont-de-Levallois, et dans le placard à côté de nous, il y a le web, en fait. Ouais. Et donc, du coup, en fait, de l'autre côté du couloir de ma rédaction, il y a un petit bureau, il y a une dizaine, même pas une dizaine de mecs et de nanas qui bossent sur le web et sur des projets web chez Lagardère. Ils gèrent tout quelque part un peu tout le Ils travaillent sur le digital naissant des marques un peu pure player et puis l'adaptation des marques comme Choc.fr, c'était un Dailymotion, hein, c'était un site d'upload de vidéos avant Dailymotion. Donc et tous ces mecs-là sont des mecs ultra brillants. Aujourd'hui, Oren Ohana, il est Technical Program Manager chez Facebook. On a Jean-Philippe Sûr, il est directeur du numérique chez CMI. Je travaille encore. Yvan Eiffel, il a fait les belles heures de Webedia. Aujourd'hui, il bosse pour Webedia Africa. Enfin, et tous ces mecs-là, en fait, ils sont comme moi dans mon Choc et Guts. On est un peu planqué dans le placard. Mais il y a beaucoup de talent, beaucoup d'idées, c'est hyper inventif. Et du coup, moi, je passe le couloir et je dis, j'ai un petit blog de foot à côté de ce que je fais. Ouais, j'avais un petit blog de foot. C'était le début des blogs. Je connaissais 3-4 blogueurs foot. On se faisait des partages de liens et je leur dis, voilà, moi, j'aimerais bien faire du web et tout. Et du coup, on lance ensemble un site qui s'appelle Les Dessous du Sport, où l'idée, c'est de dire, l'équipe fait que le résultat et un peu d'analyse, mais c'est surtout très, très sérieux. Nous, on va avoir un traitement plus divertissement et plus enquête. Donc, on faisait et des enquêtes et du divertissement. Mais que sur le foot. On allait sur le sport, les dessous du sport. On faisait, voilà, et on allait sur des territoires qui, selon moi, n'étaient pas couverts à l'époque par d'autres médias. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Il y a tellement de médias sport aujourd'hui, mais à l'époque, c'était peu couvert. Et donc, on lance ce site, et puis ce site marche bien. Pour l'époque, il fait pas mal d'audience. On commence à avoir de la pub. C'est quoi pas mal d'audience à l'époque? À l'époque, on devait faire 1 million de visites, tu vois, à l'époque. Par mois. Ouais, c'est ça, c'était pas mal. Ouais. Donc on fait pas de visiteur unique, de visite. Mais ça reste des bons chiffres pour, c'était 2008, quoi, voilà. Et puis la boîte, pour le coup, il y a un changement capitalistique, c'est-à-dire que, je rentre un peu dans des détails, mais chez Lagardère. Choc Guts sort de Lagardère et du coup, les Dessous du Sport sortent aussi à ce moment-là, avec l'un des fondateurs d'Entrevue qui reprend le truc. Attends, mais juste, les Dessous du Sport, c'est toi qui l'as monté? Je le monte au sein de cette structure. Donc j'ai zéro part. Je sais pas ce qu'est entreprendre. Là, tu vas l'apprendre. J'ai juste je vais l'apprendre un petit peu. À tes dépens, non? Oui et non, parce que moi, je regarde jamais les choses avec regret. Okay. Et j'ai tellement appris. Mais oui, j'ai tout fait de A à Z sauf le code. Parce que je savais pas coder. Mais du coup, tu vois, jamais, en fait, j'aurais lancé un site tout seul. Je savais pas coder. Ouais, c'est une sorte d'un un vrai bon site qui répond bien, qui se référence bien et tout ça. C'était pas un canal blog, tu vois. Donc, un vrai bon site, j'aurais jamais pu le faire tout seul. C'est vrai. Donc, oui, j'avais pas de part, mais j'ai eu des moyens. On m'a fait confiance. Tu bossais dessus. Je bossais dessus, je m'éclatais et je me construisais un réseau, tu vois. À côté, je faisais le nègre pour des joueurs de foot, j'écrivais des bios. Enfin, je m'éclatais grâce à ce média-là. Mais oui, j'avais pas de part. Et le jour où il y a moins d'argent dans la boîte au global, tu te dis en fait, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Attends, et vous monétisiez un peu quand même? Ouais, on monétisait, mais si tu veux, c'était une activité dans une entreprise au global qui commençait à vendre moins de titres de presse papier et et voilà, donc tu sentais que la boîte allait moins bien
Attends, juste parce que aussi, il me semblait que c'était Ardisson, moi. Le tout début, le lancement d'entrevue, c'est Ardisson et Gérard Ponson. Il s'est fait racheter. Et après, alors je saurais même plus te dire, mais ça c'était bien avant que j'arrive. L'entrevue, ça a été lancé bien avant que je rejoigne l'entrevue, mais c'est Ardisson et Ponson qui lancent le magazine. Et après, Gérard Ponson avait gardé une partie des parts et Lagardère avait l'autre partie. Okay. Donc on était dans les bureaux. Et au final, Gérard Ponson récupère cette entité-là et les sites internet aussi. Pour le coup, il avait compris qu'il fallait des pure players et tout ça. Voilà, mais bon... ça finit par mal se passer, par péricliter, et moi j'ai pas de part, comme je te disais, et du coup il se passe quoi? En fait, il se passe que à ce moment-là, je suis contacté, je reçois un message sur Viadeo. LinkedIn n'existait pas encore. Ou alors c'était les tout débuts et je reçois un message sur Viadeo, ouais, est-ce qu'on peut se voir demain, on a vu ton profil, on aimerait te parler et tout. Je dis ok, bon, on se retrouve dans un café. Ah non t'as pas compris, nous on n'est pas à Paris, on est à Lille. Je dis bon bah c'est pas grave, je vais prendre le train. Puis je prends le train, j'avais prévu de reprendre l'autre train 2 heures plus tard et en fait je passe la journée dans un café à côté de la gare Lille-Flandre avec 2 mecs que j'avais jamais vus, dont j'avais jamais entendu parler, qui s'appellent Benjamin Tolman et Denis Marchand, et qui quelques mois plus tôt avaient décidé de lancer un pure player, plusieurs pure players même. À l'époque où j'arrive, il y en a 3. Il y avait News de Star, donc un site internet people. Il y avait Maxi Science, un site internet scientifique. Et il y avait Zigonet. Alors, personne ne leur avait dit que si tu mettais un U au milieu, ça faisait Zigonet. Ouais. Et donc, ils me contactent, pas que pour ça, mais aussi avec l'idée de se dire, ce sont ça va s'avérer être deux entrepreneurs de génie et 2 amis maintenant, mais ils ont chacun leur qualité, mais sur le contenu, ils se posent des questions et ils se disent, on n'a pas le savoir-faire. Benjamin, c'est un entrepreneur depuis qu'il est né, c'est un vrai ingénieur et un vrai visionnaire sur la partie technique et produit. Denis, c'est un industriel qui sait faire beaucoup de choses, travailler les process, aider sur la partie financière et tout ça. Mais il manque quelqu'un sur cette partie contenu. Et du coup, il me contacte pour ça. Et du coup, je passe la journée là-bas. Je m'inscris sur un plan de départ volontaire dès que je peux, et le peu d'argent que je gagne, au lieu d'acheter une voiture ou de faire quelque chose, je le mets dans ce projet-là. Okay. Donc à l'époque, ça représente pas des grandes sommes, mais pour moi, c'est une grande somme à l'époque. Et je rejoins donc Denis Benjamin en 2009 chez Cerise Média. Et je leur dis, bah moi je vais monter la partie contenu sur Paris, et puis on garde la partie tech, la partie produit sur Tourcoing, parce que on avait des bureaux à Tourcoing. Et Thomas Pruvot nous rejoint, lui il sort d'école de commerce et il nous rejoint quelques mois plus tard aussi, et du coup on se retrouve à 4 avec Thomas, lui s'est vraiment occupé de la partie monétisation, et on se retrouve à 4 chacun sur ce projet entrepreneurial qu'est Cerise. Et qu'est-ce qui te fait dire à ce moment-là, quand tu rencontres donc les deux fondateurs initiaux, que est-ce que tu as une intuition qui dit ça va cartonner, ou tu dis je te jure que si j'ai pas d'intuition, que je me dis que je vais cartonner avec eux, je le fais pas, parce que à l'époque, tu vois, c'est ce que je te dis, je prends je sais plus, sur le plan de départ volontaire, je prends 15 000 balles. À l'époque, avec ma femme, on n'a pas beaucoup de revenus, et je remets tout là-dedans, quoi. Alors que ma femme vient d'accoucher de notre premier enfant, tu vois. Donc, et pendant la première année, je passe la moitié de mes semaines à Tourcoing, dans d'anciens bureaux d'une usine textile, tu vois. Est-ce qu'il y a des chiffres quand tu arrives? Non, en fait, c'est l'un des sujets de l'entrepreneuriat, c'est une rencontre. Tu vois, tu te dis, en fait, les personnes que j'ai en face de moi, on se comprend, on parle le même langage, et je sens que je vais réussir à leur faire confiance. Okay.
je sens que je leur ferai confiance. C'est-à-dire que je sens que si je fais un truc de travers, elles vont me le dire tout de suite. Et que si je fais un truc bien, elles vont savoir, quand je dis se l'approprier, dupliquer ce truc bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, j'ai vraiment très vite, enfin c'est une vraie rencontre où en fait, si tu veux, je devais rester 2 heures et en fait on écrit ce qu'on va faire l'année d'après en fait. Et moi c'est là où je te dis, tu sens tout de suite si la rencontre se fait. On voit tout de suite qu'en étant à 3 autour de la table, on arrive à écrire ce qui va se passer. Et ça, et après à 4 avec Thomas. Et ça, on l'a toujours gardé, de se dire, on a besoin les uns des autres, même si indépendamment, je pense que Benjamin, Denis, Thomas auraient tous réussi, indépendamment, parce que ce sont des mecs ultra brillants. Mais dans cette aventure à 4, ça marchait très bien à 4, quoi. Et donc là, c'est en quelle année les 2009. Donc nous, on arrive avec donc Denis et Benjamin fondent la boîte. Et nous, on arrive un an plus tard, en 2009. Donc là, les premières étapes, rapidement, c'est vous créez des contenus, beaucoup. Là, c'est l'époque... Ouais, alors moi c'est l'époque web des portails. Donc l'audience est encore liée au mail. C'est-à-dire que les gens vont sur Internet pour consulter leur mail. Ouais, il faut être sur yahoo.fr si tu veux. Exactement. J'ai écouté l'épisode de Laurent à l'époque qui était chez Yahoo. Faut être sur yahoo.fr, faut être sur orange.fr, faut être sur free.fr qui a débarqué depuis quelques temps et qui commence à avoir du trafic. En fait, faut être sur les webmails parce que les gens, quand ils ouvrent leur ordinateur, il n'y a pas encore d'audience mobile, et ben la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont sur leur mail. Donc, tu as l'audience du webmail et tu as Google News et Google SEO qui commencent à générer pas mal de trafic aussi. Donc, on est sur... Il y a besoin d'essence. C'est-à-dire que le début de Cerise, c'est qu'il faut créer du contenu. Il faut en créer beaucoup. Et donc on crée du contenu, on crée beaucoup de contenu. C'est quoi, du textuel principalement? Ouais, c'est du texte. À l'époque, c'est du texte. On fera le pivot de la vidéo 2011-2012, je crois. Ok. Et ça sera un vrai pivot. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on dit il y a plus d'articles texte sur nos sites en fait. S'il y a un contenu, il doit y avoir une vidéo. Donc c'est une vraie transformation. Mais avant, on est sur de l'article texte. Et c'est une culture qui est pas forcément qui était la culture un peu que nous imposaient nos canaux d'acquisition. C'est-à-dire que pour être vu, je considère qu'un média doit être vu, et pour être vu, il fallait qu'on publie. C'est-à-dire que pour être vu, il fallait qu'on soit présent sur la page d'accueil de Yahoo, et s'il y a un mec qui publiait avant nous, après nous, et ben il nous prenait notre place. Donc il y avait une course, et on n'était pas les seuls à y participer, hein, mais tous les médias pure player de l'époque jouer cette course, de se dire je dois exister, je dois être présent. Et de la même façon, Google News, tu avais aussi un peu cette course-là, de se dire on doit rapidement créer un contenu, voilà. Mais on commence aussi à travailler le SEO, très rapidement, on a quand même une culture on doit pas être dépendant d'un canal d'acquisition. Okay. Ce qui, je crois, a fait la force et la puissance, et continue de faire la puissance de Cerise aujourd'hui. C'est que tout ne doit pas être lié à un canal d'acquisition. Et concrètement, vous embauchez des pigistes, ouais, on travaille avec on a des salariés. Moi, je recrute je bascule l'équipe qui était, ouais. Alors, sur fonds propres, on finance notre croissance, c'est-à-dire que tout l'argent qu'on gagne, on l'investit. Vous en gagnez assez rapidement, en fait, avec la pub. Ouais, on en gagne un peu avec la pub, et après, à l'époque, on a une régie tierce, on n'a pas notre propre régie, puis après, on grandit. C'est l'histoire d'une boîte qui double tous les ans et qui se structure tous les ans. Donc, avec des rédactions qui deviennent de plus en plus sérieuses, dans le sens où il y a, au-delà des freelances, t'as vraiment une structure en dessous. Ça veut dire, tu passes d'une régie tierce à une régie internalisée, puis ensuite des commerciaux qui vont vendre des commerciaux, puis après à l'intérieur de ta régie une équipe programmatique, et puis une équipe gré à gré. Enfin, tu vois, petit à petit le truc se structure, et on passe de... Quand je suis arrivé, Cerise, c'était 6 personnes, à quand je l'ai quitté, c'était 130, 150 personnes. Voilà, donc en quoi, même pas 10 ans, quoi. Ouais, c'est ça, exactement.
Et basé sur 2 sites. Et ça, c'est un truc de fou qu'on a réussi. C'est ça, parce que j'allais dire, au début, vous aviez 3 marques, après, vous avez killé les noms. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte, donc on s'est rendu compte que plutôt que certes, les audiences venaient par leur centre d'intérêt, mais du coup, ça, c'est pour ça qu'on avait créé des trucs en fonction de centre d'intérêt. La science, le people, le foot. Ouais. Mais que par contre, la partie monétisation et publicitaire, elle répondait à d'autres besoins. Et le besoin, c'était est-ce que je veux toucher des femmes, de quel âge? Est-ce que je veux toucher des hommes, de quel âge? Et du coup, on s'est dit, en fait, on va créer un portail féminin qui s'appelle toujours MyMag, et un portail masculin qui s'appelle Genside. Et parce qu'en fait, à l'époque, pour toucher les mecs en pub sur le digital, tu prenais soit du Figaro, soit l'équipe. Mais il n'y avait pas de contenu autre ou de contenu divertissement, et il n'y avait pas vraiment de vrai portail masculin solide en audience. Voilà. Et donc on a pivoté. Ça, c'est un pivot qu'on fait, 2000. Il y a eu plein de pivots comme ça. Mais à chaque fois, avec tout le monde qui embarque, c'est là où je te dis les 4. C'est-à-dire que quand on décide, on passe que sur de la vidéo, il faut que les 4 soient embarqués. Technologiquement, comment ça se passe? C'est pas les mêmes pubs, c'est pas le même truc. Commercialement, comment ça se passe? On vend pas de la vidéo comme on vend du display ou comme on vend d'autres trucs. En termes de contenu, comment ça se passe? Est-ce que les équipes vont suivre? Quel mec on doit récupérer pour faire de la prod? Voilà. Et du coup, ce full vidéo, vous l'avez senti venir? C'est quoi? Vous aviez vu, vous voyez que sur vos premiers formats vidéo que vous produisiez, il y avait beaucoup d'engagement, où vous êtes dit Paris, on va passer c'est un pari dans 3 ans. Non, on voit qu'il y a beaucoup d'engagement. On voit nous et on voit les annonceurs qui nous le demandent aussi. Et ensuite, on se rend compte qu'on a vu qu'on est très bon pour travailler des process de production. On a une équipe jeune, hyper agile, hyper réceptive et qui accepte qu'on la challenge. Tu vois, franchement, Cerise, c'est grâce aux équipes de Cerise. Enfin, on a eu des salariés de dingue. Et la plus grosse fierté que j'ai quand je regarde en arrière maintenant que j'ai quitté la boîte, c'est de voir que tous les gens qui sont passés chez nous ont des super postes aujourd'hui, ou en tout cas on réussissent leur carrière, tu vois. Et ça, je trouve que c'est un vrai marqueur. Et donc, vu qu'on a cette agilité-là, on se rend vite compte qu'en fait, on va pouvoir produire de la vidéo massivement. Il faut juste qu'on s'organise. Donc, on a des verticales muscu. On a à Tourcoing, on a de la place. On a faire un studio vidéo. On a des mètres carrés de dispo. Et par contre, on se dit, voilà, on va faire 300 vidéos sur la musculation. Comment on fait pour que l'enregistrement soit efficace? Comment on fait pour que nos contenus soient pertinents pour les audiences? Et du coup, quels sont nos process de production? Comment on industrialise, en fait? Exactement. Et ça repose beaucoup sur le travail de Guilain, qui est encore chez le groupe Cerise, qu'on repère parce qu'on fait des prods. Je fais des prods avec lui sur du brand content, au début de brand content d'opération, donc il vient en freelance m'aider là-dessus. Et le mec est tellement bon et tellement fort que viens vite dans la boîte et structure l'activité vidéo. Et donc on avait vraiment cette capacité à produire de la vidéo, du Top Shot cuisine pour des recettes. On a été les premiers à faire ça avant Chef Club. De la vidéo de muscu avec des tutos, et après tu mixes les tutos pour faire des programmes en fonction d'affinité. Enfin, on produisait, faut que j'arrête de parler au passé parce que Cerise existe encore et rayonne encore, mais c'est une boîte qui produit des centaines et des centaines de vidéos par mois. Et moi, les derniers chiffres que j'ai, c'est 1 milliard de streams par an sur présence en, je crois, c'est présence en 3 langues maintenant. Voilà, on arrivait à produire et à scaler assez rapidement. Et vis-à-vis des plateformes, justement, vous êtes positionné, donc j'ai compris que vous étiez très multicanal dès le début. Vous êtes positionné donc très vite sur YouTube, Facebook. YouTube, non. Vous êtes jamais non, parce qu'en fait,
On a testé des trucs et tout, mais on n'a jamais vraiment été vraiment. Franchement, non. Ok. On a, en fait, on avait du SEO, ce que j'appelle du SEO chaud, donc du Google News, quoi, l'actu. Du mail, du social. Quand tu dis du mail, c'est via les portails. Non. On avait vraiment, on pilotait une activité de newsletter en interne qui était avec des tableaux de suivi hyper pertinents et avec un suivi data de ce qu'on faisait très poussé. Donc on avait du mail, du social, donc on essayait de diversifier. Et par contre, notre stratégie, c'était de dire le site first, c'est-à-dire le culte alors pas de la page d'accueil, parce que tous les gens qui font du web et de l'audience média aujourd'hui savent que c'est pas là que se passe l'audience, c'est sur les pages profondes, mais le culte du site et faire en sorte que les gens viennent sur notre site. Par contre, on comprenait que les gens qui venaient sur notre site depuis une plateforme, fallait qu'ils aient une expérience qui soit proche de celle qu'ils avaient sur la plateforme, et qu'il fallait pas leur expliquer que notre marque allait popper partout sur leur page. Ils venaient pour un contenu. Donc on était présents, c'était notre site, c'était notre marque, mais on essayait de ne pas gâcher et de fluidifier l'expérience. Et ce qui du coup nous donnait de bons résultats et faisait que les gens, quand ils voyaient nos liens sur les plateformes, et surtout sur Facebook, on était très puissants sur Facebook, ils cliquaient naturellement parce qu'ils savaient que l'expérience allait pas être déceptive. À la fois parce c'était une vidéo la plupart du temps, et à la fois parce que le site c'était que des technopropriétaires. C'est aussi la force, c'est que grâce au travail de Benjamin et de ses équipes, on avait des technopropriétaires surtout, et du coup on regardait le temps de réponse de nos sites, on scrutait le moindre élément qui pouvait perturber l'expérience utilisateur. Je crois qu'on a toujours eu un focus sur respectons les utilisateurs, respectons les gens qui viennent sur nos supports, pour faire en sorte que ils soient contents. Exactement. Et du coup, comment se passe pas la fin, mais la fin pour toi, en tout cas, chez Cerise, c'est-à-dire que donc, ça se développe, si j'ai bien compris, de façon presque exponentielle en quelques années. Oui. Il y a deux possibilités. Il y a un moment où ça devient une boîte qui fait beaucoup de millions d'euros de chiffre d'affaires, et tu te dis, soit on continue de la piloter et voilà, soit il y a un moment pour passer le relais. Et je pense que l'un des points, c'est que on est arrivé à un stade où en gros, tous les 2 mois, on avait envie de lancer une boîte. C'est-à-dire qu'on voyait on était en train de travailler sur Cerise et son développement, et on voyait des trucs passer, on se disait ah là là, on serait fort, on pourrait faire une boîte comme ça et tout ça. À chaque fois qu'on se retrouvait tous les 4, on avait plein d'idées de boîtes. Du coup, c'est quand même un signe que... Et puis l'autre signe, il vient de l'extérieur. C'est qu'il y a eu énormément de consolidation dans les médias. Jean-François Pilou qui passe chez Le Figaro avec CCM. Tu vois, il y a My Little au féminin. Enfin, tu vois, il y a des médias qui commencent à racheter des blogs ou des sites influents. Plus que des blogs, tu vois. Des plateformes et des pure players. Des gros pure players. Mais du coup, dès qu'il y en a eu un qui a fait un move, tout le monde a un peu... Les groupes médias regardent et se disent est-ce que je suis premier en classement vidéo? Est-ce que je suis premier en classement audience jour? Et ils se disent comment potentiellement je deviens premier si je peux le faire par une acquisition. Donc il y a ce point-là. Et puis on était lancé à l'international, et donc on se disait ce serait bien qu'on puisse être accompagné sur cette internationalisation. Donc ça faisait beaucoup de signaux. Et du coup, après, c'est une vente, et voilà. Donc à ce moment-là, vous bossiez avec Prisma Media, ou ils vous ont contacté un peu comme ça? Vous aviez déjà fait des partenariats avec eux? Frédéric Daruti, qui s'est beaucoup investi sur la vente, et ensuite a piloté, a dirigé Cerise après la vente, au-delà d'autres activités pour Prisma, mais était vraiment très investi dans le projet. Ils connaissaient déjà Denis et Benjamin, ils avaient déjà bossé ensemble sur des sujets.
Donc on connaissait déjà Prisma parce que premier groupe média presse magazine en France. Enfin, c'est forcément tu connais Prisma Média. Tu connais souvent pas la marque. Tu connais pas forcément le groupe, mais toutes les marques de télé loisirs à Femme Actuelle. Ouais. Et puis c'était des gens qu'on regardait parce qu'on screenait aussi nos concurrents. On regardait pas que. Et Prisma avait déjà commencé à une vraie belle digitalisation. Donc on trouvait que c'était un groupe média à regarder. Et puis les premiers échanges qu'on a avec eux, on sent qu'on est face à que toutes les équipes du Comex de Prisma, on sent qu'on est face à et puis il y a Gruneneniar et Bertelsmann, tous les gens qu'on croise dans le cadre des discussions. On sent que ça va le faire. Encore une fois, les rencontres, tu vois. Ouais, mais parce que j'ai aussi des exemples de boîtes qui se sont fait racheter par des groupes médias. Et je pense à comment il s'appelle, Vertical Station, Minute Buzz. Ça s'est pas toujours passé, en tout cas comme les deux l'avaient prévu. Après, je dis pas que c'est la faute de l'un ou de l'autre, mais parfois il y a la lune de miel. Ouais, complètement. Non, mais c'est jamais. Je pense qu'il faut l'aborder en se disant qu'il va y avoir des points de friction. Et par contre, en étant bienveillant. Et c'est ce que je crois que moi, je suis resté 2 ans chez Prisma à la suite de la vente, et j'ai toujours essayé de cultiver cette bienveillance, et je l'ai ressenti pareil de leur côté, que ce soit Rolf Heinz, Philippe Schmitt, Gwendoline Michaelis, tous les gens, David Bérébi, tous les gens qui ont travaillé de près ou de loin avec nous au moment de l'acquisition, et ensuite ils sont restés après. Il y avait une bienveillance, et il y a eu tout de suite un partage, c'est-à-dire que nous on a partagé nos méthodes de travail, les process de production, nos savoir-faire sur le social media, nos savoir-faire en vidéo, tout ça a irrigué et ça a profité à d'autres marques du groupe Prisma, et puis Prisma nous a vraiment laissé Cerise en autonomie. C'est ce que j'avais demandé. Ils vous ont pas intégré, même géographiquement ni rien? Non, on était dans des locaux séparés, ouais. Okay. Avec d'autres filiales du groupe Prisma, ce qui n'empêchait pas les passerelles et ce qui n'empêchait pas de bien travailler. Non, je crois que vraiment pour le coup, on a eu beaucoup de chance. Ça s'est très bien passé. Et non, mais c'est bien de le dire, parce que j'ai l'impression que souvent les acquisitions se passent mal. Il y a des gens qui repartent frustrés etc. Et c'est bien de le dire aussi quand ça se passe bien, et ça continue, puisque voilà, Cerise continue. Cerise continue, exactement. Ça reste, c'est une très belle boîte, et je trouve que justement la force, c'est d'avoir réussi à construire une société qui, même sur le digital où on sait qu'il faut souvent faire des pivots, a la capacité d'en faire. Ouais. Tu vois. Mais je crois que c'est lié aussi à Prisma, qui avait déjà bien avancé sur un mindset digital, et qui savait que dans ce mindset digital, il y a des pivots, il y a des choses à prendre en compte. Donc Cerise a été une belle aventure, et l'acquisition s'est bien passée, et c'est vrai que c'est à souligner. Ça nous amène parfaitement à la deuxième partie, on va parler un peu de ce que tu fais aujourd'hui avec Bababa, mais justement, comment se fait la transition entre tu restes 2 ans à Prisma? J'imagine que pendant ce temps-là, tu cogites sur pas mal d'idées, ou en tout cas, tu commences à réfléchir après. En fait, le premier point, c'est que les 4 associés, avec mes 3 associés de Cerise, on sait qu'on veut réentreprendre ensemble. Okay. Voilà. On sait qu'on aura des timings différents, mais on sait qu'on veut entreprendre ensemble. Donc Denis, Benjamin, eux, ils se disent je lance Brix, qui est un startup studio. Denis et Thomas, ils sortent tout de suite après la vente, et ils lancent un startup studio. Voilà. Par contre, moi, je sais que je veux réentreprendre avec eux, mais où, quand, comment, sur quel sujet, je le sais pas vraiment. Et du coup, je continue à être impliqué dans le quotidien de Cerise avec Frédéric Darouti, et avec Benjamin, qui reste aussi au sein de Prisma. On bosse ensemble, et puis
On va parler des bienfaits d'une acquisition bien passée. J'ai un mentor au Comex, une mentor au Comex de Prisma, suite à l'acquisition, tu vois, et qui s'appelle Gwendoline Michelis, qui bosse déjà pas mal sur des sujets de transfo, d'innovation, parce que un groupe média aujourd'hui doit bosser sur ces sujets-là. Et on échange souvent ensemble parce que voilà, on se fait des déj, on n'a pas beaucoup de temps mais on se voit, on fait des déj et on bosse ensemble. Et rapidement, on a un sujet commun autour de l'audio. Et on se dit, il se passe des trucs sur ce territoire-là. Moi, j'avais des signaux qui m'arrivaient de mes équipes de prod qui me disaient, je récupère de l'info sur des podcasts US et tout. C'est un truc universitaire d'Apple, on s'en fout. Laisse-moi tranquille, je vais produire mes vidéos. Mais petit à petit, tu vois, à force, tu te dis, bon, il se passe un truc, tu commences à découvrir, à écouter, à voir que... Et du coup, on bosse sur ce sujet avec Gwendoline. Et en effet, moi, plus je bosse sur le projet, et du coup, Gwendoline lance une task force audio pour commencer à parler podcast dès 2017, quoi, bien avant tous les autres groupes médias. Il y a une vraie réflexion autour du podcast et une task force audio pour répondre aux différentes initiatives de toutes les marques du groupe. Donc je m'implique à fond là-dedans, je m'éclate. Et je vais au Podcast Day à Copenhague. Et puis moi, j'en lance aussi chez Cerise. Je commence à lancer des formats, voilà. Avec le fameux Guilin qui lance Mourir moins con et tout. On commence à travailler sur des formats, il y a des formats foot et tout, on s'amuse, mais bon, on s'amuse, quoi. Ça marche pas, quoi. Enfin, si, ça marchouille. Ouais. Mais je vais au Podcast Day à Copenhague et le lendemain, j'appelle Denis et Benjamin qui ça y est, été chez Brix et Thomas, et je leur dis, voilà, c'est bon, je sais ce que je veux faire. Parlons-en vite. Donc je vais reprendre le train pour retourner au même café alors, pas au café là maintenant dans les bureaux, mais parlons-en vite. Et je pose ma dème dans la foulée. Voilà. En me disant, en fait, c'est non pas ce que je retiens du Podcast Day, c'est que je vois tout de suite que le marché scandinave, marché US est bien plus mature que le marché français. Mais qu'il n'y a pas de raison que le marché français suive pas. Et je vois aussi que finalement, c'est pas une révolution de format, c'est une révolution d'usage. Ça, c'est super important. Donc, en fait, je comprends, tu vois, j'ai un déclic où je me dis, en fait, mais Pierre, en fait, c'est la même révolution que celle que tu as connue avec le texte, la fin de la presse papier, VS les articles textes digitaux, la délinéarisation de la vidéo et l'émergence des youtubeurs et des machins. Et là, c'est la même chose, en fait. C'est que les gens vont plus écouter de la radio en subissant un flux. Ils vont choisir ce qu'ils veulent écouter. Et dans les confs auxquels j'assiste, j'ai les mecs qui me disent, bah oui, les parcs automobiles, il est en train de changer. Maintenant, dans ton interface sur ta voiture, c'est plus la radio, c'est la petite icône Spotify ou la petite icône Apple Podcast. Et tu fais, bah oui, en fait, oui. Mais tu vois, c'est marrant, enfin, je te coupe, mais par rapport à ce que tu racontais avant, c'est ça qui est fou, c'est quand tu parlais des mails au début, tu sais, des portails, les gens allaient sur les portails parce qu'ils avaient leur mail sur ordinateur. Le jour où on a sorti les smartphones et que les gens, ils allaient plus. Donc, c'est en comprenant les usages aussi qu'on va aller chercher les bons endroits où se placer. Et là, c'est exactement c'est mon objectif quotidien. Faut penser usage, en fait, avant de se dire j'ai une bonne idée de contenu. Exactement. Et tu vois, je te donne un exemple de ce que je fais régulièrement quand les gens me disent « Ah, j'écoute tes podcasts » ou « Ah, je dis « Mais comment t'as fait ?» Comment t'as fait ? T'as fait quoi ? T'as sorti ton téléphone ? T'as fait quoi ? Et c'est là que tu vois s'il y a des points de friction, s'il y a des potentiels de croissance, s'il y a plein de choses. Et donc, comment t'as fait ? T'as écouté mon podcast ? Comment t'as fait ? Bah, j'ai une nouvelle voiture. Maintenant, j'ai Apple. Ah ouais, je mets ton podcast. Ah, ça y est, j'ai compris comment ça marche et tout ça. T'as écouté mon podcast, mais comment t'as fait ? Ah bah, j'ai utilisé mon site web, mais par contre, ça s'éteignait un peu, c'était pas terrible. Ah ok, donc faut peut-être qu'on crée quelque chose. En tout cas, c'est l'usage. Et moi, j'ai toujours été convaincu que un média doit être lu, vu ou écouté, et pour qu'il le soit, en fait, il faut que tu facilites son accès. Donc, ça viendrait pas à l'esprit d'un mec qui publie un journal d'avoir une typo trop petite et illisible. Et ben c'est pareil. Nous, on doit travailler là-dessus et faire en sorte que
l'usage se développe. Et quand je comprends que c'est une révolution d'usage, je me dis bon allez, faut y aller. Et ça va même plus loin que le podcast. Je vois aussi derrière tout le sujet de l'audio parlé qui est en train qui va révolutionner sûrement notre rapport à la technologie. Tu vois, moi, mon fils de 12 ans, encore une fois, je regarde toujours ce qui se passe. Mon fils de 12 ans, il regarde, il a beaucoup moins d'interface écran que moi. Tu vois. Il fait des mémos vocaux, il fait et je vois bien que sa vie future, il risque d'avoir beaucoup moins d'interface avec des écrans. Et beaucoup de choses vont passer par la voix. Ne mange pas trop sur la troisième partie où on va parler un peu du futur et je pense que ça va être intéressant de parler de ça. Et pour revenir au podcast, j'avais noté quelques chiffres parce que j'ai trouvé des chiffres assez fous. C'est que en gros, donc un Français sur 4 écoute de l'audio digital. Donc ça inclut dans l'audio digital, t'as replay radio, podcast natif. Et t'as même de la musique, je pense. Bon, après, oui. Donc, par contre, un Français sur 10 écoute du podcast natif. On a encore du taf, hein, vraiment. Un Français sur 10, mais c'est quand même 48% en plus en un an. C'est ça la folie. C'est ça la stat. Un Français sur 10, tu te dis... Mais c'est le podcast natif, c'est-à-dire que si tu comptes le replay, c'est beaucoup plus fort que ça. Le podcast natif, c'est donc un contenu qui n'est pas créé pour apparaître sur une radio de flux et ensuite être réécouté. Donc le replay, c'est les grosses têtes, et le podcast natif, c'est ce que fait Bababam, ce que fait Binge, ce que fait Louis Média, ce que font Gimlet aux États-Unis ou autre. Sur ce podcast natif, c'est 1 sur 10, 1 sur 9. C'était beaucoup moins quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Et tous les ans, en fait, c'est pas des petites augmentations, c'est des énormes augmentations. Et surtout, l'un des autres chiffres qui est intéressant dans les études qui sortent, c'est l'addiction. C'est-à-dire que les gens qui basculent, c'est vrai, ils consomment pas un contenu comme ci, comme ça. Ils deviennent addicts au truc. Parce qu'en fait, quand tu te rends compte que tu n'as plus à subir un flux, et que tu as accès à un catalogue, si dans le catalogue, il y a des trucs qui t'intéressent, tu vas tout consommer. Exactement le phénomène Netflix. Tu passes pas moins de temps devant la télé depuis qu'il y a Netflix. Par contre, tu passes beaucoup de temps sur ce catalogue à chercher, à trouver des contenus qui te plaisent. Donc, c'est exactement la même chose. Quelqu'un qui aimait le cinéma et qui voulait écouter une émission de radio sur le cinéma, soit fallait qu'il se branche à l'instant T sur la bonne fréquence, et il n'y avait pas forcément beaucoup de contenu. Aujourd'hui, il a un catalogue. Et du coup, s'il veut écouter 15 émissions de cinéma dans la nuit, il peut le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que en plus, tu vas rentrer soit par une thématique, soit par un truc qui t'intéresse. Enfin, moi, c'est mon cas et je l'ai vu aussi, c'est le cas d'autres personnes, c'est que tu rentres par une thématique ou un format qui t'intéresse, mais derrière, tu vas les écouter. Moi, j'écoutais beaucoup les talks, et puis j'ai découvert la fiction ou un peu le docu-fiction, tu vois. Et en fait, que je me serais jamais dit, j'ai écouté une fiction auditive, en fait. Bien sûr. Et en fait, c'est ça qui est fort aussi, c'est que par capillarité, en fait, tu vas aller trouver... Tu découvres. Je suis d'accord avec toi. Et l'autre point fort, c'est que tu peux consommer ces contenus tout en faisant autre chose. Ça, en faisant à manger, en faisant le jogging, les transports. Ça, c'est la vraie. Pour moi, c'est une des vraies révolutions. Enfin, pas une révolution, mais le fait déjà qu'on maintenant on a des casques audio sans fil. Exactement. Qu'on peut faire beaucoup plus de trucs avec l'audio. L'une des datas que j'avais dans mon mémo pour me dire j'entreprends, tu sais, je m'étais fait un mémo pour me dire pourquoi sur ce sujet, c'était le nombre de ventes d'écouteurs. En fait, parce que tu te dis, ok, je vais faire du podcast, mais si les gens, encore une fois, on en revient à l'usage, si les gens, ils n'ont pas d'écouteurs, ils vont pas écouter leur podcast dans le métro et emmerder tout le monde, quoi. Faut qu'ils aient des écouteurs. Et quand tu vois à quel point les écouteurs, aujourd'hui, avec le sans fil, deviennent hyper simples, et se démocratisent, c'est un autre élément qui fait que tu décides à te lancer. Exactement. Alors, si on peut juste rapidement, moi c'est ça m'intéresse un peu, et puis ça a sûrement intéressé d'autres auditeurs, c'est donc Bababam, vous produisez des podcasts, on va d'abord rester sur cette activité là. Comment ça se produit un podcast? En gros, c'est quoi les rôles, c'est quoi les étapes? Vous avez des comédiens, des gens qui écrivent. Ça dépend du podcast. On a des podcasts de format court qui durent 3 minutes et où en gros on a un producteur audio qui s'occupe de tout, c'est-à-dire il fait le sourcing, le travail rédactionnel, l'enregistrement et le montage. Voilà. Et puis on a des podcasts qui sont plus exigeants où là on compartimente les métiers.
Donc on va avoir une personne à l'écriture, une personne à la voix, une personne au montage. Et puis le dernier niveau, c'est la fiction, où tu vois là en ce moment on travaille sur une fiction qu'on enregistre fin décembre avec Alban Lenoir, Zita Enro, Nicolas Bernot, enfin avec des talents, super, ouais. des talents de fou. On passe par leur agent, on passe par voilà, il nous faut un showrunner pour l'écriture, il nous faut une directrice de casting, il nous faut une réal, il nous faut plein de choses. Voilà. Donc en fonction de ce qu'on produit, ça demande pas les mêmes choses. Ce qu'on essaye de faire, c'est de garder le potentiel d'optimiser les process. Ça, c'est pour moi un point essentiel de production pour faire en sorte que on ait une exigence de qualité incroyable, mais qu'on n'ait pas d'énergie perdue, exactement. Voilà. Donc ça c'est le point qu'on regarde, et la scalabilité des contenus. Donc le plus possible, on travaille sur des contenus qu'on sait qu'on va pouvoir scaler à l'international. Voilà, c'est ça. On a déjà un podcast qui est en anglais, qui est l'adaptation Do You Really Know? Okay. Excuse mon French glitch. Mais on a un podcast qui s'appelle Maintenant vous savez, qui est un carton qui fait entre 200 et 300 000 écoutes par mois. Et du coup, on l'a déjà adapté en anglais. Et puis, on sait que on travaille déjà beaucoup avec l'international sur notre activité agence. Donc, on sait que sur notre partie de production, c'est un sujet aussi. Mais comment, sur un podcast anglais, comment vous allez, puisque le marché français, maintenant, vous commencez à être un peu connu, ou en tout cas, on connaît, il y a une touche mais on sait que vous êtes pro, etc. Comment vous allez sur le marché international pour vous faire découvrir là-bas, vous faire distribuer même? L'acquisition d'audience, moi, c'est ce qui me plaît, tu vois. Donc, je te disais, les usages, mais aussi, comment travailler les différents canaux d'acquisition. Donc ça, on sait faire. Après, c'est les mêmes clés de compréhension que tu sois, peu importe le marché. Les spécificités, elles sont plutôt sur la monétisation. C'est-à-dire, comment tu monétises ton podcast en Angleterre. Mais réussir à créer des ponts. En fait, certes, le podcast, c'est le média du bouche à oreille, mais t'as aussi des méthodes et des façons de faire pour remonter dans les applications de podcast, pour bien distribuer sur le web ton podcast. Tu as aussi des méthodes pour comprendre que si tu fais une belle description de ton podcast et que tu as un texte qui est bien travaillé, et ben tu vas faire plus d'audience que si tu passes pas d'énergie dessus, tu vois. Tous ces sujets-là, en fait, c'est des sujets qu'on n'apprend pas que pour un marché. On pense tout de suite au fait qu'on va pouvoir s'internationaliser. Et puis, sur tout ce qui est écoute déportée, donc ce que j'appelle les écoutes déportées, c'est ce qui se passe sur Spotify, sur Apple, Deezer ou autre, Castbox ou Audiona ou d'autres applications. On travaille avec les équipes de ces plateformes et on fait en sorte de leur montrer qu'on est bon sur le marché français et qu'on a une capacité à créer de nouvelles choses à l'international. Okay. Et justement, le côté bouche à oreille qui est très fort sur le podcast, vous le travaillez particulièrement ou c'est en fait, vous dites si le contenu est bon, il sera partagé? Oui, c'est ça, on le travaille en travaillant notre contenu. Voilà. Mais le bouche à oreille, ça mécanisme dedans. Il y a des techniques, mais si le contenu est pourri, ça marche pas. Il y a ce qu'on appelle, beaucoup de studios US font ça, c'est ce qu'on appelle l'épisode drop. Après, on rentre dans des trucs un peu spécifiques podcast, mais en gros, c'est tu viens proposer l'épisode d'un autre podcast sur ton flux. Tout l'épisode ou comme si sur l'empreinte, on mettait un épisode de We Are All Medias entier. Soit entier, soit une bande-annonce. Ok. Ouais, ça marche bien. Donc ça, c'est ce type de choses-là, voilà, ça peut renforcer ton côté cross-promotion, bouche à oreille et tout. Mais la vraie clé, c'est le temps, la qualité de tes contenus. Voilà, on est encore des petits bébés. Hein, ça fait, on fait 1 million d'écoutes par mois. Surtout donc c'est natif. Ouais. Donc on est le 3e studio en France selon la CPM. Mais on existe depuis janvier 2019, quoi. Donc on voit bien qu'on va encore grandir et faire plein de belles choses. Et sur la partie, donc vous avez une partie agence, et là vous accompagnez les marques, c'est ça, en 2-3 mots? Ouais, on accompagne des groupes médias, des annonceurs, des institutionnels dans leur transformation audio, digital, parlé.
Donc c'est pas forcément faire du podcast. Il y a des mecs pardon. Des clients des clients à qui on dit c'est pas forcément une bonne idée de faire un podcast. Par contre, on pourrait commencer à créer du contenu audio pour améliorer votre référencement et le mettre à disposition sur vos pages web, sans forcément qu'il y ait un flux podcast sur une application. C'est pas forcément votre besoin. On pourrait faire une skill de smart speaker pour être présent pour créer une interface. En français, c'est des applications sur les Google Home, Amazon Alexa. Voilà. Bref, en fait, et puis du coup, c'est aussi potentiellement dire à une société, demain, il risque d'y avoir du voice service. Donc les gens, en fait, au lieu de vous poser des questions via un service client Messenger ou via un service client web classique ou téléphone, ils vont vous poser des questions avec leur voix, en fait. Et ils prendront leur smartphone et diront si je prends cette trottinette, est-ce que je suis assuré? Voilà, donc c'est ça qu'on essaye de leur expliquer, qu'il faut commencer à préparer ces étapes-là. Donc on accompagne des transformations à la fois sur une partie production, mais surtout sur une partie conseil et diffusion, parce que je reviens à ce point-là, on s'est accompagné sur le fait de faire de distribuer le contenu et d'avoir un maximum d'écoute. Voilà, ce qui est pour nous essentiel. Le cœur projet de Bababam, c'est démocratiser l'audio. Ouais. Donc, d'où d'ailleurs, c'est le moment où on peut placer Podinstall. Tu parlais un peu avant d'arriver, et je trouve ça intéressant puisque vous avez développé un outil en fait qui permet aux gens justement de plus partager les podcasts pour pouvoir consommer un podcast sans installer forcément une application, par exemple. Exactement. En fait, on a compris qu'il y avait deux audiences complémentaires. C'est une audience comme toi, par exemple, ou comme moi. On est déjà convaincu par le podcast et du coup, on utilise plutôt une application ou une plateforme de streaming parce qu'on en suit plusieurs et voilà. Et après, les 80% de Français qui sont pas encore convaincus, ou les 70%, il faut qu'on les aide. Et du coup, pour les aider, c'est faire en sorte que tout simplement le podcast il soit accessible sur le web. Et aujourd'hui, les podcasts, quand ils sont rendus accessibles sur le web, ils le sont avec des UX et des interfaces qui ressemblent quand même à des pages d'articles texte. Et du coup, nous, on a créé Podinstall en se disant, on va rendre la même expérience que si tu étais sur une application, mais en fait, tu seras sur le web. Un peu comme YouTube, c'est à développer la vidéo avec une interface web, en fait. Et les gens se partageaient des vidéos YouTube en se partageant des URL. Nous, c'est un peu le même principe. On se dit que le podcast peut se partager. Par contre, il faut que l'interface, elle soit bonne. Et l'expérience est quasi la même que sur une appli parce que tu peux t'abonner au podcast, recevoir un push ou une notification, en tout cas, à chaque nouvel épisode. Voilà. Donc, ça marche bien. On est disponible en 5 langues. On a 200 clients dans le monde et c'est une techno qu'on a lancée en février. Donc moi, avec mon podcast, je crée une page We Are All Media. Exactement. Et ensuite, je vais y retrouver tous mes épisodes. Exactement. Comment vous allez les récupérer en fait, par défaut, tu n'existes pas sur Podinstall, mais si tu décides d'aller sur la page d'accueil et de générer ton podcast sur Podinstall, tu auras une page sur Podinstall et toi, tous tes auditeurs pourront aller sur ces pages-là et toutes les pages épisodes se créeront automatiquement. Et toi, tu auras un accès back-office pour voir tes stats sur Podinstall, voir le taux de complétion, combien de temps les gens restent, combien de personnes l'ont installé sur leur écran d'accueil et combien de personnes sont abonnées et vont recevoir des notifications. Et ça, c'est un service qu'on rend gratuitement, sans ajouter de pub. Et là où nous, on a un business model, c'est que si tu passes le step d'au-dessus et que tu veux que cette page-là, cet environnement-là, il soit sur ton écosystème, c'est-à-dire sur un site qui s'appelle weareallmedia.com, là, ça devient payant. Mais on te le personnalise, on le met à tes couleurs, on fait en sorte que ce soit vraiment ton outil. Parce que moi, j'ai un site aujourd'hui dans lequel je mets un player Ocha.
qui est un peu un concurrent pour vous, non, quelque part? Non, Vous parce faites que pas le même, non, franchement, je trouve pas parce que Eux, ils distribuent. ils sont avant tout, on les aime beaucoup parce qu'en plus c'est des ch'tis. Ah oui, Alors ils sont dans le... comme on est ch'tis aussi, enfin un peu ch'tis aussi avec mes associés, on les aime beaucoup. Non, c'est que ce soit Ocha, que ce soit Acast, Art19, ce sont des hébergeurs avant tout. Et moi, en fait, Podinstall n'a pas vocation à héberger. Podinstall a vocation à faciliter Ouais, je comprends. et La à promotion. augmenter ton inventaire. Ce que je regarde, c'est si tu as 1000 visites sur ta page web où tu as ton player embarqué, combien tu fais vraiment d'écoutes. Et moi, c'est ça que je veux, c'est améliorer le nombre d'écoutes. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est du média audio. Ce qu'on cherche, c'est à être écouté, pas juste à faire des visites, quoi. Voilà. Non, mais c'est un peu comme à l'époque, toute comparaison, évidemment, gardée, mais à l'époque de l'iPhone, où en fait, il a révolutionné la façon avec les applis et la façon dont les gens naviguaient en fait dans des applis sur une interface très fluide, qui a permis justement, il n'y aurait jamais eu ça avec d'autres smartphones qui étaient les WAP, etc., où c'était impossible de se connecter. À partir du moment où tu as une techno qui permet une fluidité d'usage et de garantir cette expérience-là, ça fait exploser. L'idée, c'est un peu ça, c'est de se dire t'as raison, toute proportion gardée, j'ai pas l'impression qu'on a créé le nouvel iPhone, mais non, c'est d'être focus utilisateur. C'est ça. Et que si l'utilisateur, on lui a dit écoute ce podcast, il arrive sur une page avec un gros bouton play où il n'y a pas de texte, mais on va le texte, il est là, mais il est derrière un autre bouton, et ce qu'on lui propose avant tout, c'est d'écouter un contenu. Ouais. Écoute, c'est très clair, c'est super intéressant. Je serais bien resté parler encore plus longtemps là-dessus, mais je te propose qu'on passe à la partie un peu future parce que je pense qu'il y a des trucs aussi intéressants à dire, notamment sur le futur de l'audio, puisque comme on le disait, ça va impacter, moi je pense directement nos usages. Je pense à la commande vocale, donc c'est les smart speakers, comme tu disais, comment on appelle ça en français, c'est les haut-parleurs intelligents. Ouais. J'ai vu encore une autre stat, mais à vérifier, mais j'ai lu que la moitié des foyers aux États-Unis étaient équipés. C'est fou. Nous, on en est loin, mais en fait, on sait que les États-Unis ils ont toujours quelques années d'avance, donc on peut se dire qu'à un moment donné, on va être aussi équipé. Je pense qu'on n'en aura jamais autant. Parce qu'on est un peu plus regardant sur la sécurité. Ouais, la sécurité des données. Mais de toute façon, je suis pas sûr que ça passe par les enceintes connectées. C'est-à-dire que les assistants personnels, ils sont sur nos téléphones. C'est ça. Siri, OK Google, ils sont sur nos téléphones. Et demain, je crois qu'on retrouvera Alexa, Siri, OK Google dans des objets, dans nos voitures. C'est déjà le cas, tu vois, dans les voitures et tout ça. Plus que via les enceintes connectées. Ouais. Les enceintes connectées, c'est un des usages. Voilà, ok. Mais s'il le développe, c'est que je pense qu'il pense, et je suis assez convaincu avec ça, que on va là-dedans. C'est-à-dire qu'on va vers, comme tu dis, dans notre façon de vivre de tous les jours, on va beaucoup plus parler en fait à nos machines que ce qu'on fait aujourd'hui. Et du coup, du coup, je me demandais pour les médias ou même pour des marques, c'est quoi les enjeux de demain? Ça va être de travailler ce référencement audio, c'est-à-dire que de se dire comment réfléchir à comment les gens vont nous trouver, parce que en fait aujourd'hui, je sais pas comment vous référencez après vos contenus, mais c'est de réfléchir comment les gens vont chercher un contenu au travers de l'émotion, au travers d'actualité. Je pense. Est-ce que ça vous y réfléchissez déjà? Si, c'est un grand sujet sur lequel on réfléchit beaucoup. En fait, aujourd'hui, c'est un marché qui se structure et c'est un usage qui se développe, mais qui est pas encore démocratisé. Donc je pense que la pire des choses, ce serait de te dire ça va se passer comme ça. Beaucoup de choses vont changer. Ce qui est certain, c'est que ça pose plein de questions. C'est-à-dire là, ça pose la question de la position 0. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu adresses une question avec ta voix et que tu attends une réponse à un moteur de recherche, le moteur de recherche, il a décidé de te donner la première réponse. Et si tu la donnes avec la voix, tu n'as plus vraiment le choix. Aujourd'hui, si je fais une requête Google, je peux décider que la première réponse ne me convient pas et tout de suite accéder à la deuxième en une fraction de seconde. Ouais. Ce sera pas le cas avec la voix. Donc ça pose cette question éthique de la position 0.
ça pose la question de est-ce que je cherche à faire du voice service déporté sur d'autres plateformes ou est-ce que je fais du voice service chez moi? C'est-à-dire, j'ai un site e-commerce et je veux développer du service pour conseiller les gens avant qu'ils choisissent une télé avec ma voix, avec la voix de mon site e-commerce et faire du paiement vocal, ou est-ce que tout ça va se passer chez les GAFA? Voilà, toutes ces questions-là. Mais on traque tout ce qui se passe, on voit que il y a du paiement avec Amazon, il y a avec la voix, il y a plein de choses qui avancent, mais on est encore. Moi, je crois que aujourd'hui, c'est un métier où il faut être prudent sur comment ça va se concrétiser. C'est compliqué. La seule certitude que j'ai, c'est comme toi, c'est que on aura moins d'interface avec nos écrans. Et qu'on fera plein de choses avec nos voix, qu'on ne demandera plus, qu'on ne cherchera plus à enlever le brouillard via un écran, mais qu'on le demandera à notre voiture, qu'on cherchera que quand on sera dans notre voiture justement et qu'on passera devant un château de la Loire ou qu'on rentrera dans une ville et qu'on voudra connaître le nombre d'habitants, on le demandera à notre voiture, et que pour les châteaux de la Loire, on voudra qu'on nous raconte l'histoire de ce château et qu'on nous fasse une reconstitution historique en fiction. Et c'est vers ça qu'on va aller, c'est-à-dire vers des contenus qui sont accessibles juste avec une requête vocale et qui offrent une expérience audio tout de suite très immédiate. Mais justement, est-ce que pour anticiper ces usages futurs, quand même on pense qu'ils vont arriver, est-ce qu'on peut pas se dire que tous les gens qui se seront positionnés sur l'audio avec du contenu audio natif un peu pertinent sur des sujets vont pas être plus poussés en avant au moment où, plutôt que ce qui se passe aujourd'hui où Google lit en fait avec une voix de robot, fait du text-to-speech où en fait le text-to-speech s'améliore beaucoup. Hein. On entend quand même encore. C'est un texte en français, c'est encore très perfectible. Les voix artificielles anglaises, elles sont de plus en plus pertinentes. Non, mais je comprends ton point. C'est pour ça que moi pour parler du futur aussi, Nadia Leroy vient de me rejoindre chez Bababam en tant qu'associée et co-dirigeante, parce qu'elle a une expertise, elle a un parcours chez des annonceurs et des marques, et que pour moi, en fait, cette révolution d'usage-là, elle va passer aussi par ce que veulent en faire les marques et les décisions stratégiques qu'ils vont prendre. Donc on réfléchit beaucoup à ces points-là et à ces sujets-là. Aujourd'hui, il faut réfléchir, il faut suivre, il faut screener, il faut faire des tests, il faut préparer. Mais l'audio parlé aujourd'hui n'est pas encore si tu veux, on parlait des smart speakers récemment, c'est pas encore là qu'il y a beaucoup d'usages. Bien sûr. Mais il y a déjà des fonctionnalités qui sont accessibles que personne ne connaît. Et parce que les pubs qu'on a eues que Google ou Amazon ont pu faire, c'était simplement lance la radio, mets la musique, voilà. Il y a déjà d'autres usages bien plus poussés. Donc c'est hyper intéressant de suivre et d'être en veille sur ces points-là et de faire des tests et de travailler avec les marques sur le potentiel du voice service et du voice commerce de demain. C'est très stratégique, donc c'est aussi pour ça que je pense qu'il faut pas trop en parler, parce que c'est très stratégique, très clé. Ouais. Et puis comme souvent, c'est les marques finalement, c'est les marques, c'est eux qui ont l'argent quelque part hein, aujourd'hui, et c'est eux qui vont un peu décider aussi. Comme tu dis, où ils vont aller, et en fonction de ça, ils vont pousser aussi certains usages. Il y a l'argent, mais il y a aussi des points de contact. Hein. C'est-à-dire que les marques aussi, elles savent aussi engager des audiences. Donc c'est en ça que je te dis cela. Oui, quand tu fais du voice service ou tu vas répondre à un consommateur. Exactement. J'ai une autre question sur le futur, sur plus le contenu là. Clairement, ce que j'ai l'impression qu'il se dessine, mais pas que dans l'audio, mais du coup aussi dans l'audio, c'est dans les médias et le contenu, c'est tout ce qui va être beaucoup plus expérientiel, immersif. Donc vous, je sais que vous faites du binaural. Alors tu vas nous dire un peu ce que c'est le binaural pour ceux qui ne savent pas. Mais est-ce que, pareil, est-ce que tu penses que c'est vraiment quelque chose qui va être clé plus tard, ou est-ce que ça va être un peu comme la 3D à l'époque où on avait nos petites lunettes, et en fait maintenant ça n'a jamais rien donné, tu vois? Est-ce que L'avantage par rapport à la 3D, c'est qu'il n'y a pas besoin de lunettes. C'est-à-dire, il y a juste besoin de ses deux oreilles et d'un casque.
Moi, je crois que ça fait partie des sujets qui, pour moi, sont importants pour la démocratisation. C'est qu'en fait, quand on travaille sur des contenus en binaural, donc le binaural, c'est le fait de travailler la spatialisation, c'est-à-dire que je peux faire passer un son de droite à gauche, de haut en bas et d'avant en arrière. Donc, si tu mets le casque et je vais te donner l'impression que tu es chez le coiffeur, et le bruit des ciseaux va contourner ton oreille, changer de place. Je suis en train de marcher, donc il y a un son qui s'échappe. Exactement. Quelqu'un t'a bousculé. Voilà. Donc, on peut vraiment te placer au cœur du contenu. Et pour ceux qui veulent découvrir le binaural, on a fait une fiction qui s'appelle Noises, qui est basée sur cette expérience-là. Le fait que ce soit très expérientiel, en fait, moi, ce que j'ai découvert en écoutant des premiers podcasts qui utilisaient cette technologie, c'est que j'avais plus de frissons que parfois devant un écran, en fait. Donc en fait, j'étais au cœur de l'action d'une course-poursuite, je plongeais, j'allais sous l'eau avec les gens et tout. Et du coup, je me disais, mais c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, cette technologie-là, c'est un plaisir de la travailler parce que justement, je pense qu'elle va aider à la démocratisation et que l'expérientiel va faire que les gens vont se dire, il faut absolument que tu vives ce moment-là. Voilà. Maintenant, c'est pas non plus c'est pas non plus l'élément clé qui fait que l'audio se démocratise. C'est un des éléments parmi d'autres. Je crois que dans les autres éléments, il y a la redécouverte du temps long, le besoin d'avoir des temps où on n'est pas face à des écrans, le besoin d'avoir autant de contenu qu'avant, mais aussi quand on se balade, la possibilité de choisir ce qu'on veut écouter quand on veut l'écouter, et puis redécouvrir l'audio parlé. Pour les jeunes générations, il faut se mettre en tête qu'ils ont, avec l'apparition des enceintes connectées, le contenu audio parlé a disparu pour beaucoup de jeunes. T'as plein de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas de radio chez eux. Ils ont une enceinte, ils ont un smartphone et ils connectent leur enceinte et ils mettent leur Spotify et ils écoutent leur musique. Donc le podcast, c'est ça, c'est la redécouverte de l'audio parlé pour des générations, c'est le temps long, c'est l'authenticité, c'est l'expérientiel et c'est la capacité à raconter de belles histoires et à prendre le temps de le faire. Et tu vois, je me prenais même à imaginer à terme, je sais pas si on en est loin, mais tu vois, des fictions ou même des contenus audio où il y aura l'interactivité, c'est-à-dire, tu sais, comme les contenus interactifs sur Netflix où tu choisis ce que tu veux. Pourquoi pas une fiction où les mecs te parlent, tu leur réponds. Tu es le héros, ouais. Tu vois, bon, après. Il y a déjà des choses un peu comme ça qui existent sur certains smart speakers, justement. Ah ouais, alors, okay. T'as pas d'interactivité dans le sens où je crois pas que ta réponse ait un impact, mais tu as des choix, tu vois. C'est-à-dire que c'est des fictions dont tu es le héros. Et est-ce que je crois qu'il y a un format qui a été fait avec un éditeur de jeux vidéo il y a quelques mois sur ce modèle-là. Donc oui, c'est exactement ça. Mais va plus loin. Si on part du principe que ma maison est connectée, demain je peux faire écouter un podcast qui fait peur à toute ma famille, en reliant avec les lumières qui vont se tamiser, en faisant baisser les volets. Il y a plein de choses que tu peux imaginer. Pour moi, on est dans l'immersion et l'expérientiel. On est dans l'immersion et l'expérientiel. Mais c'est indépendant, si tu veux. La démocratisation de l'audio parlé va pas passer par le fait d'avoir un jeu expérientiel smart speaker accessible aux Happy Few qui ont des maisons connectées, tu vois. Oui, c'est sûr. Non, mais bien sûr. Mais on est d'accord. Mais c'est vrai que ça fait partie du champ des possibles. Ok, écoute, merci pour ces petits points-là. On passe rapidement aux questions de la fin. Donc, question simple, réponse concise. D'accord. Non, mais je te rassure. Non, mais j'ai compris qu'on avait fait long. J'ai même pas regardé l'heure. Non, mais non, ça va. Le record, il est à 1h25. On a encore le temps. Okay. Quel média tu consommes tous les jours, aujourd'hui? Pod News. C'est une newsletter sur le podcast. Okay. Donc POD. Donc une news, toi, tu considères, c'est un média, mais ah bah bien sûr que c'est un média. Newsletter, pour moi, c'est un média incontournable. Ouais. C'est
Ouais, je crois vraiment à la force du mail dans le partage de l'information. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est peu perçu comme un média pour nous, oui, parce qu'on est dans l'industrie, mais pour beaucoup de gens, c'est le format un peu commercial que, je sais pas, Habitat va nous envoyer pour, tu vois. Ouais, leur mail, mais aujourd'hui, dans leur mail, ils ont des push promotions, je suis d'accord avec toi, mais c'est aussi un point de contact dans lequel, en fait, le mail, tu peux le maîtriser. C'est-à-dire que si tu veux te désabonner d'un mail, tu peux te désabonner. Et en fait, il y a une force dans le mail, c'est que, selon moi, c'est que tu arrives à c'est un endroit clé où je peux décider de le consommer, de revenir dessus. Il n'y a pas cette instantanéité forcément immédiate du contenu snacking tout de suite. On peut retrouver du temps long. On peut sortir sur des liens externes. Enfin, moi, j'adore ça et je trouve ça hyper pertinent et je suis abonné à pas mal de newsletters. Okay. Donc, pour moi, c'est Pod News. J'aime beaucoup la newsletter de Benoît Zante, TDLR, qui informe sur la prospective des médias, qui est vraiment très très bonne. Il y a Petit Web de Geneviève Petit, qui depuis longtemps fait des bons contenus. Donc je m'informe. Là, c'est très métier. Après j'aime les médias que je lis tout le temps, c'est L'Équipe, parce que je suis un fan de sport. Tu as commencé en disant que tu lisais beaucoup la SoFoot presse. aussi, parce que SoPresse, c'est le travail que fait Franck Hanès. Donc Society, SoFoot, tous les mags qui sortent sont vraiment extraordinaires. Voilà, les médias un peu incontournables. Et puis après, je suis très plateforme. Hein. Je passe pas mal de temps sur Twitter. Je tweete peu, mais je regarde beaucoup. Consommes, ouais. Et j'essaye de pas être trop à la ramasse sur Insta. Je comprends pas TikTok, mais je demande à mon fils de m'expliquer. Et voilà. Ok. Est-ce que tu as un livre à recommander ? Oui, j'aime. Alors, un livre et une collection. Alors, c'est pas business, mais quand je lis, moi, c'est histoire de m'échapper. Le discours de Fab Caro, que j'ai adoré. Je trouve que c'est un travail d'auteur de dingue. Je sais ça va être adapté au cinéma. Je sais pas s'ils vont réussir à l'adapter, mais en tout cas, j'ai adoré ce bouquin. Et après, moi, j'adore le média bande dessinée. Ouais. Et j'adore la collection Patakès. D'accord. C'est des BD humoristiques qui se consomment assez rapidement, trop rapidement, mais qui du coup valent pas très cher. Et c'est hyper drôle. C'est tout l'humour que j'aime. Ouais, c'est avec des auteurs et des illustrateurs français. C'est tout l'humour que j'aime, un peu absurde, un peu cynique, à la The Office, à la Parks and Recreation. Voilà, je trouve que c'est extraordinaire. Voilà. Ouais, bah ça fait déjà pas mal de choses. Tu vois, la plupart des choses que tu as citées, je connaissais pas, donc c'est cool d'avoir je prends des notes. Est-ce que tu as... alors, ça, c'est plus... là, je m'adresse plus à l'entrepreneur. Est-ce que tu as, dans ta vie d'entrepreneur, tu as une routine ou une organisation particulière qui fait que tu t'arrives à focus, tu arrives à gérer tes différents projets, tes différents problèmes, parce qu'il y en a beaucoup. J'ai écouté l'épisode de Laurent Moreau. Il a dit un truc qui est très génial. Il utilisait une to-do pour faire de la décharge mentale. Donc je fais pareil que lui. Ouais, mais c'est un bon... Ça, je l'utilise, c'est-à-dire que c'est pas une vraie to-do, c'est juste une to-do pour dire je sais que je vais pas le rater, parce qu'aujourd'hui je fais beaucoup de choses, je suis sollicité sur beaucoup de sujets, et du coup il y a un moment la crainte de la perte d'information. Après, moi, je suis très Google au boulot. Je trouve que Google Suite c'est une tuerie, quoi. Enfin, mais de toute façon, c'est la force de Google. Hein. On parlait d'usage tout à l'heure. Voilà, c'est d'une simplicité incroyable. Et bosser sur Google Slide avec toute son équipe, aller sur le Drive et voir. Parfois, je vais sur le Drive global. On a un Drive global pour tout, bababam.
Et en fait, c'est tout bête, hein, mais je regarde, tu vois, en temps réel, tu vois, qui modifie et enfin, les gens qui bossent sur les projets, et c'est juste enfin, c'est génial parce que c'est stimulant. Tu vois ta boîte qui avance derrière. Il y a un tel qui bosse, mais grave, il y a un tel qui bosse sur un fichier, sur un Google Sheet, l'autre qui a ouvert un Google Slide, l'autre qui est en train de le partager, l'autre qui fait ci, et voilà. Et en fait, c'est juste incroyable ce côté collaboratif qu'ils ont réussi à créer. Et je suis très tableau de bord, alors que je suis un littéraire. Grâce à Denis, Thomas, Benjamin et maintenant Nadia, j'arrive à être dans les chiffres et j'aime beaucoup faire parler les chiffres. Donc tous les outils de data visualisation. T'en as un à citer ou celui de Google Data Studio, il marche bien, et il y en a d'autres qui existent que j'ai testé. Je trouve ça très intéressant de se dire on doit suivre notre travail avec des chiffres, même si on est des créatifs et des littéraires, on doit réussir à prendre ça en compte et à rendre la visualisation. Tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas. Exactement. Pas tout mesurer parce qu'après tu t'en sors pas, mais exactement. Et j'en reviens à ce truc de média où t'es là pour être écouté par le plus grand nombre. Moi, je me souviens d'un prof qui nous avait dit votre but c'est d'être lu et écouté par le plus grand nombre. Voilà, pour moi c'est un élément essentiel. Donc j'ai envie de voir les chiffres, de comprendre les chiffres et de me remettre en cause au quotidien avec des tableaux de bord. Donc je fais plein de tableaux de bord et après je dis à mes équipes on a trop de tableaux de bord. Ouais, c'est ça le problème. et du coup on remet de l'ordre. Voilà. Et écoute, merci. Dernière question. Donc pour tous ceux qui auraient un projet entrepreneurial dans les médias, peu importe que ce soit un contenu ou un média à part entière, est-ce que tu as un conseil à donner? Alors déjà, il y a Brix, le startup studio. Donc on a un startup studio, on accompagne des entrepreneurs. Donc c'est quoi votre modèle? Il y a un modèle. Ouais, non, c'est plutôt. Donc, Brix est sur fonds propres. Pour le moment, donc, on a 4 projets de live. Voilà, 4 projets, dont Bababam, qui sont sur pied. Donc, on a Viewsly, on a Actirize. Et puis, Brix a aussi ça, une structure en tant que telle. Notre modèle, c'est d'essayer de soit from scratch de se dire on rencontre des gens, tu vois, les fameuses rencontres à la gare de Lille, et on se dit avec ces gens-là le 1 + 1 = 3. Ses compétences, son savoir, si on l'additionne à ce qu'on sait faire nous, ça va nous permettre de créer une boîte qui peut faire sens. Et après il y a un modèle build-up où c'est plutôt quand on est déjà dans un stade plus avancé d'un projet. Voilà, donc on regarde des choses sur la partie média et ad tech. Voilà. Et après, en conseil pur... si les gens sont intéressés, c'est quoi le modèle? Vous leur fournissez des bureaux, vous prenez une part dans le capital, c'est quoi? Oui, c'est ça. En fait, Brix, c'est l'allié d'un entrepreneur qui sait qu'il aura du mal à faire les choses tout seul. Donc, tu as toutes les fonctions support qui sont assurées, tu as de la communication, du juridique, de la finance, de la comptabilité, et tu as une expertise. Donc sur tout, comme je te disais tout à l'heure, Benjamin il avait cette expertise produit, techno, Denis une expertise industrielle, process, finance, et puis moi je dis toujours jus de cerveau, c'est-à-dire t'as besoin de miroir quand t'entreprends. Thomas une vraie expertise et sur comment construire un business plan et comment travailler sa VAB, monétiser, voilà. Moi, je vais être là sur une partie contenu aussi, et sur une même chose sur une partie prospective. Donc, il y a plein de jus de cerveau, plus toutes les fonctions support. Chaque projet qu'on a mené pour l'instant, il y a toujours un de nous 4 qui est impliqué d'une façon ou d'une autre. Il y a pas mais bon. Il faut contacter Thomas Pruvot, brix-co.com et voilà. Je mettrai les liens de toute façon, mais c'est intéressant. Et sur la partie conseil, là,
Faire. Ne pas passer son temps à projeter ce qu'on imagine, mais faire. Le binaural, ça serait chouette. Bah, vas-y, on fait un épisode. Mais j'ai jamais fait. Bah, c'est pas grave. Vas-y. On va regarder. Faut acheter un micro. Faut acheter un micro ou pas? Non, bah non. Finalement, j'ai vu, on peut peut-être le faire avec des plugins. Faut acheter un joystick. Un truc. Bah, on le fait. On fait. Et faire, c'est apprendre. Donc faire. Et puis l'autre point, c'est faire confiance. Donc faire et faire confiance. Je crois qu'entreprendre sans faire confiance, c'est impossible, et que faire confiance quand on entreprend, c'est hyper dur, parce qu'on se dit toujours, ça va mal se passer, ça va être compliqué. Donc voilà. Donc après, c'est beaucoup plus facile à dire pour moi, qui ai une expérience réussie avec des gens à qui j'ai fait confiance, mais je crois que faire confiance, c'est clé, parce que quoi qu'il arrive, tu vas progresser, tu vas apprendre des choses, tu vas passer des jalons en faisant confiance, alors que si t'es dans la méfiance, t'as vite de l'inertie qui apparaît. Voilà. Non, bah écoute, merci, c'est très clair. Merci pour toutes ces infos, ce partage. C'était super intéressant. Moi, j'ai appris pas mal de trucs. Et puis, moi, j'ai adoré parler de moi. C'est l'ego trip, non? Non, mais c'était chouette. Je mettrai les infos sur Bababam, si des gens ont des projets de podcast ou des projets des marques qui ont envie de conseils audio, et Brix pour les projets entrepreneuriaux. Exactement. Merci beaucoup. Merci pour ton invitation. À très vite. Au revoir. Merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur vos sites de podcast préférés, et surtout de mettre une note, 5 étoiles de préférence, dans la section notes et avis d'Apple Podcast. C'est ce qui m'aide vraiment à faire découvrir We Are All Media. Bien sûr, vous pouvez contribuer aussi en envoyant ce podcast à vos proches. C'est grâce à vous et au bouche à oreille que nous pourrons développer ce format. À la semaine prochaine.